L'exposition a eu lieu en 2015 à l'occasion du prix des ateliers de la ville de Marseille. Et donc là, à la friche, en fait, j'ai passé quasiment 15 jours sur place en amont pour produire en fait de manière un petit peu obstinée des colonnes gélatineuses en agar-agar. Donc c'est ce gélifiant naturel qui est extrait d'algues rouges. Elles étaient essentiellement faites d'eau. Et cette eau s'est complètement évaporée, donc les sculptures au final elles se sont vraiment desséchées. Bon, donc ça c'était vraiment quelque chose volontaire de ma part, de créer justement une œuvre qui se métamorphose comme ça et qui résiste au temps, qui résiste un petit peu justement aux facteurs climatiques changeants. Et ce qui n'était pas du tout attendu en revanche, c'était justement les traces que ça a laissées au sol. Pierre-Louis Meurice, il avait récupéré en fait tout un ensemble de matériaux organiques en fait, qui constituaient un ensemble d'installations au sein de l'exposition Informité à Vidéochronique. Et il y avait essentiellement des gros blocs de paille en fait recouverts de mycélium. C'est des anciens substrats de culture de champignons de pleurote et de shiitake que j'avais récupérés en fait auprès d'un champignoniste à Marseille. C'est quand même volumineux, oui. Je ne me souviens plus le nom, mais enfin c'était un tas important, de quoi faire de monter un mur en vérité. Tout à fait. Des gros blocs. Ouais. Donc on les avait stockés à l'entrée de la grille là, du jardin. Donc l'idée c'était de pouvoir les utiliser parce qu'en fait ils servaient dans des champignonnières pour la culture. Ouais. Voilà. Donc il y avait quand même de la paille, toutes sortes de broyats. Donc on peut l'utiliser dans le compost et c'est ce qu'on a fait en vérité. Ouais. Mais bien sûr, on ne peut pas les utiliser tels quels parce que c'était très, très compact. Le mycélium, c'est bien pour la terre, on est très content, mais il fallait les désagréger quelque part. L'idée, c'est que plus c'est taillé en petits morceaux, plus vite ça va se décomposer. Voilà, par exemple, là, vous avez ce qu'on appelle les déchets bruns. Alors là, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a des écorces de bois, il y a des débris de feuilles, des débris de branches, mais qui sont passés dans un broyeur pour réduire comme ça. Donc les blocs que vous nous aviez gentiment donnés, on les a réduits pour mélanger à ça. Et là, voilà. Ça, c'est le compost fini. Tout se renouvelle, rien n'est jamais perdu. Voilà. Exactement. Voilà. Et on a rendu à la terre ce qu'elle nous a donné. J'avais produit des briques, donc ces briques que j'avais disposées dans l'architecture du Ballet National de Marseille. Pour le Manifesta 13, pour l'exposition Spoil Water Spilled, sur la question des toxicités, de la contamination des eaux. Et donc je m'étais saisie de ce sujet des boues rouges en fait, qui est extrêmement polémique. Il y en a énormément aussi en plein air qui sont laissés à l'abandon, revégétaliser un petit peu. Mais on voit bien que la végétation, elle retient pas le terrain, ça ravine justement sous l'effet des pluies. C'est un déchet industriel, un résidu issu de l'extraction d'alumine à partir de ce minerai qui avait été nommé bauxite. Donc c'est un minerai qui est très très riche en alumine. Il y a quand même la moitié qui est rejetée en ce qu'on appelle les boues rouges. Et ces déchets industriels, en fait, finalement, oui, certes, c'est encore de la terre, mais dans lequel il y a encore beaucoup de métaux lourds
de l'alumine, mais pas que, il y a aussi de l'arsenic, il y a du mercure, du chrome. C'est une terre, une boue qui est devenue très très corrosive et radioactive. Je m'appelle Virginie Lombard, j'habite ici, de l'autre côté de la Sucrière, depuis 20 ans. Et voilà, et du coup j'ai commencé à faire des balades urbaines vers 2011-2012, là quand on a créé la coopérative Hôtel du Nord, la grande usine là, à Luce-Suisse, c'est ça. Le siège il était là, hein, c'est ça À Luce-Suisse, voilà, c'est ça, la grande maison, la Bastide là. Ouais. Avec toute l'usine derrière, au milieu du 19e siècle. Et bien sûr, à l'époque, ils le mettaient là. Dès qu'il y a une grosse pluie, ça tombe dans la rivière, puisque c'est en bordure, on ne peut pas plus être en bordure. Alors pourquoi ils ne dépolluent pas ce site? Je ne sais pas, ça doit être un gros problème, ça doit coûter cher. La végétation, on voit bien que les arbres, ils ont du mal. Hein. À part les petits mycocouliers, là, comme le petit qu'on voit, c'est aussi des mycocouliers, ceux-là. Mais ils n'arrivent pas à pousser, on voit bien qu'il n'y en a pas un qui a pris. Au bout d'un moment, ils doivent mourir. Ça devient vite des décharges sauvages, de toute façon. On est sur un autre dépôt en fait, de boue rouge en plein air. Il est beaucoup plus récent et c'est l'usine Péchinet là, qui avait déposé ces boues rouges ici sur le territoire de Vitrolles. C'est un site qui n'a pas du tout été maîtrisé, confiné, donc il n'y a aucune retenue, il n'y a aucun aménagement en fait, c'est vraiment laissé à l'air libre et je suis intervenue là aussi pour prélever aussi des boues rouges et fabriquer d'autres briques. Ce sont des briques en terre crue, mais j'ai aussi moi prélevé des végétaux sur place, donc il y avait des chardons, il y avait pas mal de végétation rudérale. Les boues rouges, elles contiennent encore énormément d'argile, chargée en oxyde de fer, ce qui fait sa couleur, mais aussi après en argile, ce qui permet de compacter assez facilement les briques et d'en faire un matériau un petit peu solide. Je voulais montrer un peu les limites de ce recyclage en fait, parce que c'est vrai qu'on peut recycler certains déchets et des terres de chantier, par exemple, terres d'excavation, mais par contre, celles qui sont contaminées et fortement toxiques comme celle-ci, c'est un petit peu difficile d'imaginer de les réemployer pour faire du bâti, quoi. Ici, en fait, à Méreuil, il y a la centrale thermique. Elle produit énormément de cendres volantes issues de la combustion soit du bois ou du charbon. Et ces cendres volantes, en fait, a priori, sont des déchets inertes qui ne sont pas dangereux ni toxiques et qui pourraient être revalorisés, en fait, comme matériaux de construction alternatifs, pour le ciment notamment. Malgré tout, il y a quand même des cendres qui peuvent être contaminées, porter des traces de contaminants PCB par exemple. Donc par précaution, ils préfèrent aujourd'hui les déposer sur des terrils et les confiner, et donc ne pas forcément les utiliser encore comme matériaux. Donc c'est vrai qu'on fait disparaître en fait ces déchets. Moi j'ai cherché à en récupérer des cendres. Pour mon projet mené à Châteauneuf-le-Rouge, au Macarteum, pour justement tenter de les utiliser comme ciment, comme liant. On m'a refusé en fait finalement le prélèvement à plusieurs reprises, même en prenant contact avec le laboratoire de la centrale thermique. J'avais été invitée ici pour le Festival des Arts éphémères. J'avais fait des prélèvements sur différents dépôts. On retrouve plein de déchets, gravats, mais aussi après des morceaux de plastique qui jonchaient le sol.
Ici, on avait creusé, on a fait 3 excavations là, ici. On a reconstitué des fours à goémons. Dans plusieurs jours, on a cuit ces pains de terre, donc à même le sol ici à Macarteum, là dans le jardin de Macarteum. Et ensuite, on les a présentés comme vestiges archéologiques en fait. Et il y a des années en arrière où, en fin de compte, la nature avait repris son dessus, en remettant de l'herbe dessus, tout ce qu'on voudra, et même s'il y avait du vent, il n'y avait plus de poussière. Voilà. C'est le passé du temps. Alors ici, cette demoiselle m'avait affiché ici une espèce de grand panneau, que ce panneau s'imprègne de ces machins là-haut. Il y avait eu des traces, je crois, Oui. Il me semble. Oui. Ah, je dis pas que c'est ça, mais on sait jamais. On Sait jamais. Et en fait, vous étiez vraiment Oui, première ligne. en première Ouais, ligne. ouais. Ouais. Mais de toute façon, même là-bas, il y a des voisines qui ont 60 d'années, qui ne fument pas, qui ne boivent pas, ils ont des cancers. Oui, et puis votre terrasse, elle était tout Oui. le temps mais recouverte. Et Il y a- personne ne nous avait prévenu. Non, il y avait 2 maisons là-bas, non, c'est un grand propriétaire, il y avait les terrains vides. Personne qui nous a prévenu, personne. Après, ils ont dit que même ce sera interdit de construire plus bas, mais ça construit, ça continue. J'ai toujours eu très envie en réalité d'inviter un ou une artiste à travailler sur la question des boues rouges et sur le fait que cette pollution d'une certaine manière reste encore incomprise pour énormément de personnes et d'une certaine façon aussi profondément invisibilisée. Il y a des gouttières dans ce bâtiment qui ont été utilisées à la fois pour leur qualité plastique, je dirais, formellement, mais aussi par rapport à cette histoire du ruissellement que peuvent avoir les boues rouges, parce que finalement, tous les endroits où elles ont été stockées, il suffit qu'il pleuve, par exemple, pour qu'il y ait de l'infiltration dans les sols. Les cours d'eau se déversent aussi dans la mer, que la mer à Marseille est extrêmement polluée malgré l'image de carte postale qu'on peut avoir de la ville. C'était aussi une tension qui m'intéressait beaucoup. J'ai rencontré Elvia en 2017 sur une exposition au chantier naval du Faro et j'avais déjà été très sensible à son approche. Je pense qu'en général dans sa pratique, Elvia travaille beaucoup aussi sur la question de la réutilisation ou la revalorisation des déchets, des résidus toxiques notamment. Et est-ce qu'on peut vraiment à la fois les dépolluer? Qu'est-ce qu'on peut en faire? Est-ce qu'ils peuvent avoir une suite? Et si oui, avec quel risque ou de quelle manière? Laisser les œuvres se faire, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans sa pratique, c'est-à-dire qu'il y a toujours une évolution aussi qui se crée. Donc on est toujours dans des formes qui sont aussi évolutives de par la nature du matériau, qui portent la trace du temps qui passe et qui encapsulent d'une certaine façon certaines marques du paysage, mais aussi d'interactions qu'il y a eu avec d'autres organismes. Depuis l'exposition au Ballet national de Marseille, il y a eu aussi des recherches sur les algues invasives, sur les sargasses par exemple au Mexique.
Et donc toutes ces navigations aussi entre différentes géographies, je trouve qu'il y a vraiment un fil directeur qui est très très fort, qui est celui d'aller regarder des environnements qui sont perturbés, dérangés, dans lesquels il y a des mutations qui sont un petit peu à l'œuvre, avec des phénomènes qui ne sont pas tout à fait naturels, mais qui sont vraiment induits finalement par les interventions des activités humaines. Et aller fouiller en réalité tous ces espaces de friction, c'est quand même intéressant. Il y a vraiment cette exploration d'un territoire sur lequel il y a des problématiques complexes qui sont à l'œuvre. Et c'est comme si Elvia finalement venait un petit peu démêler et révéler certaines de ces complexités qui ne sont pas forcément apparentes, mais qui en effet façonnent le paysage. C'est au sein du parc national des Calanques. Mais c'est vrai qu'on ne soupçonne pas la présence de ces déchets toxiques qui sont vraiment entreposés et pas du tout maîtrisés. En plus, on voit bien que ça s'érode au fil du temps. Les panneaux qui sont arrachés, les clôtures qui ne sont plus du tout existantes. La ville, quand même, veut dépolluer toute cette zone. Tenter de dépolluer par justement l'extraction des polluants par les plantes. Ça, c'est vraiment un projet que j'aimerais suivre. Je sais que c'est très chargé en arsenic, que c'est issu des sites industriels qui sont donc situés là sur le littoral, entre la Madrague et l'Escalette. En fait, des terrils comme ça, là, sur justement cette petite portion de littoral, en fait, ils sont extrêmement nombreux.